Alors je vous montre tout ce qu'on a trouvé. 1, 2, 3, 4, 5 sacs. 4 sacs et un carton. Il y a vraiment beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres qu'on nous a donnés. Il y avait plus de 100 livres qu'on nous a donnés comme ça, voilà, tout simplement. Et puis donc, on les a récupérés et j'ai sélectionné ce que j'avais envie de lire moi. Donc c'est pour ça que vous allez me voir plusieurs fois, plusieurs vidéos habillées de la même manière. C'est tout à fait normal. Peut-être que je vais filmer la plus grosse partie de ces vidéos le même jour. Et donc je divise tous ces sacs en plusieurs vidéos parce que sinon ça va pas être possible. Tout faire en une seule vidéo. Ça va être beaucoup trop long. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez dû voir un tout petit extrait que je mettrai peut-être dans chacune des vidéos qui vont s'en suivre parce que ce sont des vidéos de book haul. Non, pas book haul. Ce sont des vidéos de free books parce qu'on avait trouvé beaucoup de livres. Il y en a beaucoup de livres, plus d'une centaine qu'on nous a donné. On avait accepté parce qu'on nous a gentiment proposé et pourquoi pas les accepter. Et donc, je les ai divisés en plusieurs parties. Il y a peut-être des free books qui vont être vraiment très longs, peut-être une demi-heure, j'espère ne pas dépasser les 30 minutes parce que je trouve après c'est pénible déjà en montage et pour vous aussi écouter 30 minutes des résumés des livres, c'est peut-être pas ce que vous préférez, je ne sais pas. Après bon, chacun est libre de regarder ou pas la vidéo, personne ne vous oblige de rester devant. Vous pouvez tout aussi bien la mettre en fond d'écran et écouter si ça vous intéresse. Il faut savoir que dans ce Freebooks en tout cas, il va pas y avoir que des livres classiques, il va pas y avoir que des livres modernes, il va y avoir des livres aussi assez vintage, on va dire, vieux livres que peut-être des auteurs qu'on avait déjà oubliés ou qu'on n'en parle plus, ou des auteurs qui sont pas forcément très connus. Donc ça sera dans ces vidéos-là, mais c'est aussi le charme de ces freebooks parce que ce sont pas des lectures qui sont recommandées forcément et que ça devient redondant des fois sur YouTube, sur TikTok, partout. On parle toujours de la même chose et en fait dans mes freebooks, vous n'allez pas avoir forcément ce que vous verrez partout ailleurs parce que ce sont des livres complètement différents. Donc je pense que je vais prendre comme ça vient. J'ai mis ici un sac, donc je vais peut-être commencer par ce sac et ici il y a pas mal de livres au format broché, même beaucoup. On peut avoir ici du roman, on peut avoir de l'historique, on peut avoir roman historique. Je ne suis pas sûre qu'on va être sur les thrillers, mais on verra au fur et à mesure de l'avancement de tout ça. Certains livres n'ont pas de résumé, mais je vais pas m'attarder plus que ça sur ces livres-là. Je vais passer. Si vous souhaitez, vous trouverez vous-même le résumé. Je pense que c'est pas forcément nécessaire pour chacun des bouquins vous présenter des résumés. Peut-être que parfois c'est un peu long. Donc c'est pas bien grave, il y aura pas de résumé pour certains livres qui sont assez vieux, comme par exemple là, vous voyez, ils sont pas très jeunes en fait. Bon, on fait la petite miniature. Ah, devient pas rouge. Ne rougis pas, ma chère. Ne rougis pas. Oui, on se calme. Oui, je parle à moi-même des fois. Je vous conseille de faire de même, mais bon, pas en présence des gens, bien évidemment. On va commencer par Henri Troyat, Pierre le Grand. Je pense que ça parle de lui-même déjà, le nom de ce livre. Donc évidemment, on va être ici sur Pierre le Grand, je pense, de la Russie. Et vous savez aussi mon attirance pour Henri Troyat. J'en ai pas mal de ses bouquins, et donc celui-ci en fera partie. Il est un petit peu illustré, je vois ça. Donc je pense qu'on va être sur le roman historique ici. Voilà. Donc Pierre le Grand lui-même. Ici nous avons très loin de 400 pages. Il est plutôt en très bon état, pourquoi pas. Donc voilà, j'avais envie de le découvrir. Ensuite nous avons ici Bernard Clavel. Celui-ci, je ne sais pas ce que c'était comme édition. Parce que je connais pas en fait. Flammarion. Je connais pas ce format de Flammarion, ça doit être vieux. Bah, je pense les années 70, j'avais pas fait attention. Édition GP Paris, c'est pas grande, je sais pas quoi. Édition Robert Laffont 1981, édition GP Paris 1984. Ici c'est aussi une vieille édition et elle date, elle contient, mince, j'ai 342 pages, plutôt en très bon état. Quelques pages sont pliées, mais je pense que c'est pas volontairement. Voilà.
Bernard Clavel, Compagnon du Nouveau Monde. Bernard Clavel, j'en ai aussi pas mal de ses bouquins, donc ça se lira aussi, je pense, avec un grand plaisir. D'ailleurs, il y en a pas mal de gens qui me posent des questions. Si je vais lire ces livres, bien évidemment, je vais les lire. Bien évidemment, je vais faire des points de lecture. J'en suis navrée si actuellement vous n'avez que des points de lecture entre que des book hauls ou que des free books, mais c'est parce que j'en ai accumulé beaucoup et j'ai aussi de mon côté envie de les ranger et je ne peux pas éternellement attendre de les lire pour les ranger, donc je suis obligée de faire ces book hauls et ces free books pour avancer un petit peu à ma propre organisation et d'avancer en fait. Mais les points de lecture vont s'en suivre, vous inquiétez pas, ou bien ils vont être intégrés parmi les book hauls et free books, donc certes il va y en avoir peut-être au lieu de 2, 3 ou 4 vidéos par semaine, mais c'est pas bien grave, ceux qui ne veulent pas regarder ne regarderont pas, et ceux qui veulent attraper le retard, ils en auront de quoi regarder, et sinon, de toute façon, ça se regardera un jour, voilà. Attendez, on va changer un peu d'angle, parce que je suis comme d'habitude très loin, je ne vois absolument rien sans mes lunettes, c'est génial. Ensuite, je vais pas trop blablater, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Il y a des livres que je mets de côté, parce que c'est la même autrice, à chaque fois. Bon, je pense qu'on va la retrouver un peu ailleurs aussi, on verra. Puis celui-ci, il me donne vraiment très envie, Juan Brady, L'enfant loué. J'ai déjà lu le résumé et j'ai beaucoup apprécié. Le livre, il est quasi neuf, même s'il n'est pas neuf en fait. Bon, il est mis à l'envers, je vais le remettre tout de suite comme il doit être. Il est vraiment en super bon état, regardez. Donc c'est dommage de les avoir dans la poubelle, c'est pour ça qu'on accepte des dons quand on nous les donne. C'est tout simplement quand on va aux encombrants, il y a soit des maisons entières où ils jettent tout à côté, soit il y a des gens qui sont en train de jeter, ils nous voient prendre et ils nous proposent et il ramène encore et encore et encore, et on prend. Il y a plein de choses déjà, plein de livres que j'ai déposés dans la boîte aux livres. Il y a des livres que nous, on va garder, que moi je vais lire et que je vais ensuite soit mettre un nouveau dans la boîte aux livres, soit une partie je vais mettre dans la boîte aux livres, une partie je vais garder, une partie je vais vendre. Peu importe, de toute façon, ces livres-là vont tourner, vont servir à quelqu'un. Ça, il n'y a aucun problème. Donc ici, nous sommes à 303 pages. Est-ce que c'est pas France? Si, c'est France Loisirs. Les France Loisirs sont en général en super bon état. Je ne sais pas, soit c'est la qualité, soit c'est que les gens ils les lisent pas. Alors ici, nous avons la vie de Viviane Forester à Le Monde. Plus que le document bouleversant et inédit, ce qui subjugue ici, c'est la découverte de Juan Brady, écrivain rare d'une puissance singulière, capable de dépasser l'anecdote, de faire entendre le son d'une vie, ses résonances et d'englober dans le récit de cette vie les traces laissées par son destin. C'est très intéressant. Donc, ce roman cruel, élégant, violent, raconte l'histoire terrible et véridique d'un des nombreux petits blancs vendus comme esclaves après la guerre de sécession. Jonathan, le grand-père de la narratrice, est ainsi battu, attaché, affamé. La vie pour lui n'est qu'une guerre contre un maître brutal et son fils, un enfant brillant mais jaloux. Une guerre qui se livre surtout dans son esprit car Jonathan ne peut espérer aucune aide des gens de la ville voisine, horrifié par ce qui se passe mais refusant d'intervenir. Au cœur du livre, il y a la rivalité implacable des deux garçons qui se poursuit à l'âge adulte et se conclut inévitablement par un meurtre. Mais l'impression la plus forte et la plus durable de ce roman, ce sont les crimes qui retombent sur les générations futures. Voilà, et puis ici un petit peu de Juan Brady. Il est né aux États-Unis, a étudié la danse et a fait partie de la prestigieuse New York City Ballet Company. À 22 ans, elle a tout abandonné, c'est une femme, je ne savais pas. Elle a tout abandonné pour étudier la philosophie à l'université. Elle vit depuis plus de 20 ans en Angleterre, dans le Devon. L'enfant loué, sa première œuvre, a reçu en 1994 le prix Whitbread du meilleur roman et le prix Whitbread du meilleur livre de l'année. Je suis tout le temps en train de tomber sur les romans 1. Souvent, mais bon, souvent je suis en train de tomber aussi sur des tomes ou des sagas 2-3 alors que j'ai pas le 1. Voilà, parce que je commençais à reculer, pousser le lit, je pense que c'était un peu trop près, donc du coup, j'éloigne encore un peu. Celui-ci, qu'est-ce qu'il pèse ce livre? Il est littéralement très lourd et je pense qu'il est aussi très lourd mentalement, psychologiquement, je pense qu'il va être très difficile à lire. C'est aussi, il me semble, France Loisirs, je ne suis pas sûre. C'est ça, c'est France Loisirs. Le livre s'appelle Racine. C'est un livre de Alex Haley, peut-être, je sais pas. On est ici, il y a beaucoup de pages, 640 pages. C'est un livre sur l'esclavagisme, d'après ce que j'ai compris. Je suis pas fan de lire ce type de lecture, mais en même temps, ce type de livre. Mais en même temps, je pense que vaut mieux connaître quand même le passé de
tous les gens qui nous entourent pour comprendre certaines choses. De l'histoire de son ancêtre arraché à la fin du XVIIIe siècle à son village natal de Gambie pour être vendu comme esclave en Amérique à sa propre existence de citoyen libre et d'écrivain, Alex Haley a retracé le destin de sa famille sur 2 siècles et 6 générations. C'est très très intéressant. Une formidable et mouvante épopée qui a connu un succès mondial, a été adaptée à la télévision et dans laquelle 25 millions d'Américains d'origine africaine ont retrouvé leur héritage culturel. Et donc le livre, il est vraiment envoûtant. Je pense que, je ne sais pas si c'est un bon mot que j'ai choisi pour ce type d'histoire, mais tout ce qui concerne les secrets de famille, héritage, ça me passionne. La Seconde Guerre mondiale, je connais moins d'autres guerres que la Seconde Guerre mondiale, la guerre de sécession, tout ce qui concerne l'Amérique, les États-Unis, les guerres en Chine, au Japon, des choses comme ça, tout ce qui est asiatique et des continents lointains, j'en connais beaucoup moins. Je connais plus parce qu'on avait plus étudié la Seconde Guerre mondiale lorsque j'ai fait mes études quand j'étais en Ukraine encore, donc on était plus basé sur ce type de lecture d'histoire, d'études sur la guerre froide aussi, donc voilà, mais pas tout le reste. Il y a un joli papillon qui volait là tout à l'heure, c'était génial. Donc voilà, c'est pour ça je ne connais pas plus que ça autre chose. Du coup, parfois ça me fait peur de m'avancer parce que j'ai peur après d'en parler et de mal interpréter certaines choses, de mal peut-être comprendre, mais il faut se lancer un jour parce que si on veut être un petit peu, informé, mieux informé aujourd'hui, il vaut mieux quand même commencer par les racines, je pense. Ensuite, on a 2 petits livres qui sont super sympathiques et je crois que c'est à peu près, ça doit être la même édition, ça. L'école des loisirs, c'est ça. C'est ça, l'école des loisirs. Je ne suis pas très fan des lectures pour les enfants ni pour les adultes, mais ces 2-là m'ont donné trop envie. Georgia Bragg, L'affaire Matisse, Maximax de l'école des loisirs. Et celui-ci, c'est quelque chose. En très bon état, c'est ce qu'on nous a donné, je crois. En plus, il est très très aéré, je pense que ça va se lire assez rapidement, on n'est même pas 200 pages ici. Alors, l'affaire Matisse, le papillon revient. Matisse adore la peinture. Chaque jour, après l'école, il se rend au musée où sa mère est responsable de la sécurité pour s'entraîner à copier les chefs-d'œuvre accrochés au mur. Un soir, en plein préparatif d'une exposition consacrée à Henri Matisse, le nouveau système de sécurité du musée tombe en panne. Matisse se retrouve seul dans la salle des tableaux du maître, à qui il doit son prénom, sans caméra ni gardien. Il vient de terminer une reproduction parfaite du portrait de Pierre Matisse. Il sait que c'est stupide et dangereux, mais il ne résiste pas et remplace le tableau original par sa copie, juste pour voir ce que ça fait d'être exposé dans un musée. Quand l'alarme se remet à fonctionner, Matisse n'a pas le temps de remettre à sa place l'original. Et maintenant, comment va-t-il faire pour échanger les tableaux? Traduit de l'anglais États-Unis par Francis Kerlin, illustration de couverture Séverine Millet. Voilà. Puis il y a un autre, Aurélien Lonck, La bande à Grimm, Maximax à l'école des loisirs. Il est encore plus court celui-là, on n'est même pas à 150 pages ici. C'est peu avant Noël dans un parc blanc comme sucre et vaste, attaqué par un vent qui vous gèle d'un seul souffle. Assis, serrés sur un banc en bois, les pauvres petits de la bande à Grimm attendent leur chef en frissonnant, tenaillés par la faim. Ils ont tous des poches ouvertes au courant d'air, dans lesquelles leurs mains bleuies et rougies par le froid peinent à dégivrer. La bande n'a en tête que le prochain repas et le moyen de se l'offrir, le plus souvent à la dérobée. Enfin, Grimm apparaît, plié en 2 par sa course. De ses poches, en lambeaux, il sort une clé, un morceau de ficelle, un mouchoir, une bien maigre récolte. Mais de sa veste élimée, il tire aussi un soldat de plomb d'environ 10 cm de haut avec le fusil à l'épaule et un bouquet de plumes au képi. Ce que la petite bande ne sait pas encore, c'est que ce fantassin va bouleverser leur vie. Illustration de couverture Adrien Albert. Voilà. Super sympa. On a encore un quart d'heure, donc je vais voir ce que je peux vous présenter dans ce quart d'heure. Sinon, comme je vous dis, ça sera dans une autre vidéo. 60 millions de cobayes. Éric Brunet, consommateur, vous êtes en danger, aux éditions Albin Michel. Pareil, ce n'est pas le type de lecture que je lis, mais je pense que ça peut être enrichissant au niveau de culture générale. Nous sommes ici pas loin de 300 pages. Certes, ça peut être un petit peu obsolète puisque ça a été écrit dans quelle année? C'est assez vieux. Il a 30 ans le livre, hein.
Non, un peu moins, 25, 26, 1999 enfin. Connaissez-vous les éthers de glycol? Non? Pourtant, vous en avez certainement absorbé. On vous a fait prendre des risques à votre insu. Avez-vous entendu parler des menaces liées à une utilisation excessive des téléphones portables? Non. Pas de chance pour vous. Certains chercheurs travaillent sur des pistes inquiétantes. Et les antidépresseurs poussent au crime? Les antibiotiques qui paralysent? Dans notre vie quotidienne, nous subissons les effets pervers de produits mal conçus ou insuffisamment testés. Le plomb, l'amiante, les dioxines, les quinolones et bien d'autres substances font chaque jour des victimes dont on ne parle pas. Des handicapés à vie qui affrontent dans un interminable procès de grandes sociétés en général intouchables et exclusivement soucieuses de leur profit et de leur développement. C'est à un étrange voyage dans le monde des accidents industriels que nous convie le journaliste Éric Brunet qui avait déjà exploré la bêtise administrative. Un monde où règne trop souvent l'impunité des fabricants et l'irresponsabilité de certains scientifiques. Jusqu'à quand? Voilà, donc pas du tout gai, mais je pense que ça peut être assez instructif et intéressant. Ensuite, j'essaie de mettre d'écouter les livres un peu plus récents, comme ça nous fera pour une autre vidéo peut-être. Voilà. Ensuite ici, nous n'avons pas de résumé. Mort au Cachemire de MMK. Écoutez, on verra, c'est France Loisirs, donc il n'y a pas de jaquette, donc forcément pas de résumé, mais vous pouvez trouver sur internet 284 pages. Tous les noms, de toute façon, je les décris à chaque fois dans les chapitres et sous chacune de mes vidéos, donc si jamais vous avez entendu comment j'ai prononcé, et peut-être que j'ai mal prononcé ou que vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours vous rendre sous la vidéo, il y a une petite information qui se déroule en appuyant sur 3 petits points, ou plus, je ne sais plus comment ça s'appelle, sous la vidéo, et vous avez tous les titres, tous les auteurs par chapitre. Chapitre, ça veut dire timing. Vous pouvez appuyer chaque titre qui vous intéresse et vous allez vous y rendre dans la vidéo précisément à ce titre-là. Voilà, si vous ne souhaitez pas écouter les autres. Ensuite, nous avons ici Scandale à l'Élysée. Ça, c'est très intéressant. Des rumeurs, de Robert Montailla, Véronique Inger. Des réseaux mafieux, corse à l'international terrorisme, de l'affaire des plombiers aux otages du Liban. Donc aux éditions Jacques-Marie Lafon, éditeur. C'est pas tout jeune non plus, je crois, de quelle année c'est des années... Il n'y a pas d'année ou quoi? 2004. Bon, ça date il y a 20 ans. Nous sommes ici à 254 pages. Je vous lis la 4e. Les histoires secrètes à l'époque de la cohabitation sous François Mitterrand. Il faut souvent plusieurs années pour que la vérité d'une affaire surgisse au grand jour. En politique, plus que dans n'importe quel autre milieu. Sur le monde du thriller, les auteurs plongent le lecteur au cœur des manipulations politiques et donnent des clés pour comprendre les affaires qui ont marqué à la fin des années 80. Quand l'intérêt et l'ambition personnelle priment sur la raison d'État, on aboutit au scandale de la crise des otages du Liban, à l'affaire des plombiers de l'Élysée et à la découverte des liens étroits entre les réseaux mafieux et l'international terrorisme. Les auteurs, anciens gendarmes aujourd'hui à la tête d'un groupe qui compte plus d'1 millier de salariés, Robert Montailla se consacre désormais à la logistique internationale et Véronique Inger est journaliste écrivain, fondatrice et rédactrice en chef des publications Les Dialogues stratégiques et des idées et des hommes sur http://carpediemcommunication.com. Voilà. Je vous ai dit que dans ce Freebooks, il va y avoir des livres très très variés. Nous avons ici Kim Edwards, L'enfant de tous les silences. C'est un roman aux éditions France Loisirs, en état parfait. Parfait, il est neuf. Il est neuf ce livre. Voilà. Il est assez gros. Nous sommes ici à 573 pages. J'ai l'impression que ça tienne plus. C'est quoi ça? Notre petite fille est morte à la naissance. Ces mots terribles que prononce le docteur David Henry à sa femme Nora par une nuit de tempête de neige effroyable, scelle à jamais leur destin. À cause du temps, David doit accoucher lui-même sa femme. Il y aura d'abord un garçon en parfaite santé, puis une fille visiblement atteinte de syndrome de Down. En un instant, David, pensant agir pour le bien de tous, prend une décision tragique. Quand j'ai lu ça, j'avais pas envie de lire, mais quand j'ai lu la suite, je me suis dit c'est intéressant. Il confie la petite fille à Caroline, son infirmière, qui doit la mener dans une institution spécialisée, et annonce à Nora que le bébé est mort. Mais Caroline choisit de
Ah, c'est horrible. Je suis pas une mère, hein, mais c'est horrible de subir ça. Mais Caroline choisit de sauver la petite et de l'élever comme son propre enfant. Un roman parfaitement maîtrisé qui traite des secrets de famille, de la perte d'un enfant, du pouvoir de l'amour. Traduit de l'anglais États-Unis par Evelyne Jouvin. C'est bouleversant, je pense. Ah, j'ai trop mal au dos. Ensuite, nous avons un livre ici. Je suis désolée, je suis assise n'importe comment, mais j'ai super mal au dos. David et Olivier, Robert Sabatier de l'Académie Goncourt, j'adore. Encore là, Robert Sabatier, Henri Troyat, c'est mes auteurs. Bah, je crois que Sabatier non, mais je crois que Troyat il a des origines arméniennes, russes, je sais pas. En tout cas, il parlait russe, je crois. Ou il était né à Moscou, un truc comme ça, avec des origines arméniennes. Je suis désolée, je parle peut-être du nez parce qu'en fait, j'ai l'impression de développer l'allergie. Je commence. J'ai l'impression que toutes les saisons se mélangent et le printemps il est déjà là en fait, même si c'est pas encore le cas. Nous sommes le 16 mars. Mais j'ai déjà des éternuements et tout ça, et en plus on commence à avoir des fleurs qui commencent à sortir. On a la glycine, il y a que des feuilles pour l'instant, mais je pense que ça va pas tarder à me défoncer mon nez en fait. Nous sommes ici à combien? 333 pages. David et Olivier, c'est le roman de l'enfance, mais aussi le roman de l'amour. Derrière l'émotion, la simplicité du souvenir qui va droit au cœur. La nostalgie qui peut nous étreindre, David et Olivier est un livre gai, qui fait ressurgir notre propre enfance, qui aide à la réinventer, qui fait aimer la tendresse et l'amour, qui fait comprendre que la poésie, si on la porte dans son cœur, peut être partout. Sylvie Genevoix, Madame Figaro. Donc c'était un avis. Maintenant, on va parler un petit peu du roman. Je pense que ça va être l'avant-dernier livre, parce que le temps presse. Olivier a 8 ans et demi. Il mène auprès de sa mère Virginie, la belle mercière, une vie insouciante et joyeuse autour de la rue là-bas, à Montmartre en 1930. L'aventure commence pour Olivier avec la rencontre de David, le fils de Monsieur Zobert, le tailleur établi depuis peu rue là-bas avec sa famille. Si différents, David et Olivier seront bientôt unis par des secrets, des jeux, des projets, mille riens qui les rendent inséparables. Chacun fait découvrir à l'autre son univers. Olivier offre à son ami la présence de Montmartre, sa féerie, ses émerveillements, son spectacle permanent. David lui fait connaître les siens, leurs coutumes, leur manière d'être, de vivre et de croire. Ce roman de 2 enfants où l'on retrouve des personnages rencontrés dans les allumettes suédoises. Ah! Donc il faut que je lise d'abord la saga des fillettes enchantées, je crois, quelque chose avec des bonbons, enfin il y en a 3 ou 4, et puis celui-ci. Et aussi, donc, je reprends, ce roman de 2 enfants où l'on retrouve des personnages rencontrés dans les allumettes suédoises est aussi celui d'une existence collective. Un rire et un sourire, en émotion aussi, avec charme et naturel, Robert Sabatier offre à la fois un pèlerinage inoubliable et un miroir où adultes et enfants se reconnaîtront. David et Olivier, un roman qui fleure bon de l'amitié, la vérité, la poésie des rues, et une sensation rare, celle du bonheur. C'est sympa. Si vous voulez connaître un petit peu de Robert Sabatier, donc il est né en 1923 à Paris. Un recueil de poèmes, Les Fêtes solaires, le fait connaître et il vaut les prix Antonin Artaud et Guillaume Apollinaire. Son premier roman, Alain et le Nègre, est de même salué par la critique. Dès lors, Robert Sabatier va travailler dans l'édition et le journalisme tout en poursuivant son métier d'écrivain. Il élaborera ainsi une œuvre poétique importante couronnée par le Grand Prix de poésie de l'Académie française et une œuvre romanesque consacrée par la critique et les lecteurs, Boulevard, Canard au sang, La Sainte Farce, La mort du figuier, Les enfants de l'été, etc. Sa série romanesque de l'histoire d'Olivier va lui valoir un prodigieux succès avec ses différents volumes. Les allumettes suédoises, 3 sucettes à la menthe, Les noisettes sauvages, Les fillettes chantantes. En 1986, Robert Sabatier publiera un nouveau volume et préambule à cette série, donc David et Olivier, donc ça fait suite. Robert Sabatier est aussi l'auteur d'une monumentale histoire de la poésie française. Depuis 1971, il siège à l'Académie Goncourt. Très très intéressant, voilà, franchement. Et puis donc on va terminer avec le dernier livre, je vais voir lequel, ou peut-être ceux qui n'ont pas forcément de résumé. Donc celui-ci n'a pas de résumé, donc c'est Hitchcock présente, Histoire à faire froid dans le dos. Trop envie. Je pense que c'est également France Loisirs parce que l'état est nickel. Pareil, France Loisirs, c'est fou, ça, ils les lisent pas, quoi. 284 pages, voilà. Donc ça sera aussi avec un grand plaisir pour découvrir. Et puis celui-ci, ça m'a aussi attiré. Edith Wharton, Les New-Yorkaises. C'est un roman aux éditions Flammarion. Il a l'air sympa. On n'est pas loin ici de 300 pages. Je vous lis la 4e. Déjà, Edith Wharton est née à New York en 1862. Il est l'auteur
de 46 livres, parmi lesquels Vieux New York, La récompense d'une mère étant... En 1921, elle est la première femme à recevoir le prix Pulitzer pour le temps de l'innocence, adapté au cinéma par Martin Scorsese. 11 ans plus tard, elle entreprend de rédiger son autobiographie, Les chemins parcourus, voyage à rebours vers cette Amérique d'autrefois. C'est en France, où elle réside à partir de 1907, qu'elle meurt à l'âge de 75 ans. Couverture Fashionable Ladies of the 1920 par Mackellan Barclay, traduit de l'anglais États-Unis par Jean Pavant. Je vous lis la 4e, on arrête là. Pauline Mumford est une épouse, une mère et une maîtresse de maison apparemment exemplaire, bien décidée à ne voir autour d'elle que réussite et harmonie. Mais dans le New York des années folles, l'opulente famille Mumford est prise dans le tourbillon des plaisirs et de l'argent. Le conflit entre un puritanisme tenace et le cynisme des comportements provoque des drames dont Pauline se détourne en menant une activité frénétique. Ses journées enchaînent rituels domestiques, tactiques conjugales, méditation spiritualiste, réception mondaine et association caritative dans un total nivellement des valeurs. Elle s'étourdit de principes positifs aussi catégoriques que factices, afin de se distraire d'une réalité qu'elle trouverait incorrecte de regarder en face. Pourtant, ses proches ont douloureusement conscience de l'aveuglement, des mensonges et des trahisons de l'un qui l'entoure. Les blessures intimes de sa fille Nona sont celles de toute une génération victime de l'incurie des aînés. Satire étonnamment actuelle des ravages de l'autosatisfaction, les New-Yorkaises et le roman le plus féroce, le plus drôle et le plus moderne d'Edith Wharton. Voilà. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Je vous retrouve dans la vidéo suivante. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez découvert de nouvelles lectures, de nouvelles futures lectures avec moi. Ciao!